Alors dans cette séquence, qui va donc grosso modo de mon arrivée en France jusqu'à mon départ à la Martinique, 1962-1972, exactement 10 ans. Bien sûr, j'ai oublié, ou j'ai fait exprès d'oublier, ou c'est un oubli coupable, ou enfin je ne sais pas encore très bien, parce que je ne m'auto-analyse pas, 68. 1968, enfin, mois de mai et mois de juin. J'étais étudiant à la Sorbonne, et je ne découvre pas un secret en disant que la France était très perturbée, c'est le moins qu'on puisse dire, très très perturbée. Et moi, ça a été un choc parce que je me dis, mais je crois que je suis fait pour ne vivre que de conflits et de guerres. Je quittais l'Algérie qui était à feu et à sang. Hein. À feu et à sang. On craignait chaque jour de subir un attentat. Et j'arrive en France. Enfin, bon. Alors, je ne vous dirai pas les circonstances exactes, du départ de l'affaire, parce que chacun a sa version. Donc, je ne vais pas tenter de vous dire qu'il y aurait une version officielle. Je ne sais pas, ça peut-être que les historiens le feront un jour. Moi, la mienne, c'est que j'étais étudiant donc à la Sorbonne et que tout a commencé là, sur la place de la Sorbonne même, par des coups de matraque. Chose étrange, le traumatisme est venu de là. Des coups de matraque que j'ai estimés, moi, totalement incongrus, illégitimes, parce qu'on ne faisait rien. Moi, je sortais d'une librairie, je crois, et j'allais à un cours. Donc, je ne sais pas si vous voyez la place de la Sorbonne, la librairie est là, la librairie Vrin, et la Sorbonne était devant la porte. Donc, faire 100 mètres. Et là, on voit débouler des centaines de policiers qui nous tombent dessus alors qu'on n'avait rien fait du tout. Moi, je vous dis, j'étais pas dans le mouvement particulier, j'étais pas particulièrement révolté. Non. Mais ils m'ont révolté. C'est-à-dire qu'au fond, mai 68, ça a été pour moi une révolte contre ce qu'on me faisait, contre l'état policier qu'on disait à l'époque. Bon, très bien. Ça a commencé comme ça. Et puis après, beaucoup de maladresse de la part du pouvoir, beaucoup de maladresse de la part des ministres, de la part du chef de l'État, de la part du Premier ministre, mais aussi, il faut dire aussi, beaucoup de maladresse du côté des étudiants. Mais quand on dit étudiant, il faut savoir exactement ce qu'on dit. J'étais étudiant, donc avec pas mal de copains, que je n'ai plus beaucoup revus après, et il faut savoir que la masse des étudiants, la masse, c'est-à-dire quand même qui peut se chiffrer par centaines de milliers, parce que je ne parle pas que de Paris, n'était pas une masse politisée. Absolument pas. Donc là, on raconte déjà pas mal de sottises sur les étudiants politisés de l'époque. Non, on ne l'était pas. En revanche, il y avait une infime minorité d'étudiants, qu'on appellerait entre guillemets aujourd'hui les gauchistes, que je classerai en deux grands groupes, les trotskistes, et au sein des trotskistes, deux courants, lambertistes et pablistes, et puis des maoïstes avec aussi deux courants. Bien. Mais c'était une infime minorité. Infime minorité. Je ne sais pas, bon, on peut les compter à 300, 400. Par rapport à la masse des étudiants, c'était rien du tout. Mais ils avaient un don extraordinaire. Le don de la parole et le don de la conviction. C'est-à-dire quand ils rentraient dans une AG, une assemblée générale, ils retournaient l'assemblée générale en 3 minutes. Parce qu'ils savaient parler, parce qu'ils avaient de la culture. Ces gauchistes étaient souvent très, très intelligents et cultivés. Et que nous, masse des étudiants, nous, la politique, ça ne nous intéressait pas. Nous, on était là pour faire nos études. Donc l'écrasante majorité des étudiants, même ceux qui étaient révoltés et qui étaient dans la rue tous les soirs, à faire le coup de poing avec les policiers, à lancer des pavés. D'ailleurs, on ne savait même pas lancer un pavé, on ne savait même pas le faire. Moi, j'ai lancé un jour un pavé, il m'est revenu dessus tellement je ne savais pas. Donc j'ai été complètement nul, hein, mais nul. Alors que j'avais des professionnels à l'extrême gauche, des professionnels chez les gauchistes qui savaient très bien manipuler même une manifestation durant la nuit. Donc la masse des étudiants n'était pas politisée. Pas du tout. Si on allait se battre la nuit contre la police, c'est parce qu'on était des révoltés, tout simplement. Voilà. Mais j'étais pas du tout un gauchiste.
Et je crois même, je peux vous dire, qu'on était assez anti-gauchistes. Bon, ça, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on les détestait parce qu'ils étaient violents contre nous. Voilà. Et que nous, on n'avait pas d'armes pour lutter. Eux, oui. Et ils avaient des armes dialectiques, des armes rhétoriques, qu'on n'avait pas apprises, nous. Hein. Et c'est comme ça qu'on s'est souvent battu, autant contre les policiers que contre eux. Oui, physiquement, alors qu'on était dans la rue aussi. Alors qu'on était des étudiants révoltés. C'est ça la réalité, à mes yeux, je ne dis pas c'est une réalité objective, hein. C'est une réalité totalement subjective qui fait que j'ai vécu 68 au fond avec deux ennemis. La police de l'État, que je ne détestais pas. Hein. Ils faisaient leur travail, c'est tout. Et les gauchistes, que je ne pouvais plus supporter et qui nous donnaient des leçons du matin au soir. Des leçons de marxisme pour enfants de 6e, des leçons sur la lutte des classes, des leçons auxquelles je ne comprenais rien et de toute façon qui ne m'intéressaient pas. Mes études ont été pas interrompues parce que c'était mai. Mai-juin, c'était la fin de l'année. Donc ça n'a pas été interrompu. Ce serait arrivé en janvier, c'est autre chose. Mais c'était mai-juin. Donc là, l'année, ça s'achève. Et puis quand on a repris les cours à la rentrée, septembre 68, ben, c'était fini. C'est tout. Je dis pas qu'on avait oublié, évidemment. Il y a eu une queue de 68, une queue qui s'est étalée sur de nombreuses années. Mais moi, après, ça ne m'intéressait plus, quoi. Franchement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis parti. Je suis parti à cause d'une crise, au fond. Je suis parti à la Martinique à cause d'une crise. Une crise qui était intérieure, hein, et je ne savais plus quoi faire avec les catégories qu'on m'avait apprises. Je ne savais plus quoi faire, j'étais désespéré. Et une crise de la France, de laquelle je sentais qu'on ne sortait pas. Et peut-être même une crise, pire encore, de notre civilisation, de laquelle je sentais qu'on ne sortait pas non plus. Alors je me suis dit, bon, moi, dans ces cas-là, je m'en vais. Et l'avantage de la Martinique, c'est à la fois c'est un département français, on a affaire à des Français, tous sont des citoyens français, et à la fois, ils sont extrêmement éloignés des métropolitains. Pas uniquement par une question de couleur, non, c'est là le métissage. Le métissage, c'est à la fois un frottement intime, et c'est à la fois un très grand éloignement. D'où le concept d'altérité. Si vous ne mettez que le concept de différence, vous ne comprenez rien. Vous direz, ah oui, ils sont différents de nous par ceci et par cela. D'accord, mais ce n'est pas ça qui va nous les faire comprendre. Non, il faut les prendre comme autres, carrément autres. Et c'est là que le travail de l'ethnologue commence. La manière de danser, la manière de faire de la musique, la manière de manger et de boire, l'organisation de la famille, le rapport aux loisirs, le rapport aux enfants. C'est une forme d'altérité qui est, à mes yeux, qui était radicale. Dans l'altérité, c'est radicalité qu'il faut voir. C'est radicalité. Et c'est un éloignement qui était radical. Et c'est lui qui m'a permis de prendre cette distanciation dont je vous parlais tout à l'heure et qui m'a permis de faire du terrain. Sans quoi, non. Voilà pour 68. Chez moi, il n'y a pas eu d'effet d'hystérésis, d'effet à long terme sur mai 68. Absolument pas. Voilà. Donc, au fond, c'est une parenthèse qui fut parfois joyeuse et parfois tragique. Tragique parce qu'il y a eu des blessés, parce qu'il y a eu des morts, parce qu'il y a eu de la haine, beaucoup de haine. Et que ça a été très très dur à supporter. Voilà. Et la parenthèse était fermée, après je suis parti. Et quand je suis revenu, c'était oublié, c'était fini. Voilà pour cette parenthèse-là. Alors, on en était où ? On en était à... Oui, alors cette reprise dans Exotisme et Altérité, cette reprise de l'histoire de l'anthropologie, au fond. Hein. Je me suis dit, il faut refaire l'histoire de l'anthropologie, quoi, au fond. C'est un peu présomptueux de dire ça, je l'avoue. Mais à l'époque, c'est ce que je voulais faire. Bon, maintenant, je regarderai ça avec beaucoup plus de relativisme. Et c'est ça que je voulais faire. Je veux dire, est-ce qu'on ne s'est pas en Occident trompé sur la manière de faire de l'anthropologie ? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé ? C'est pour ça que j'ai voulu tout reprendre, au fond même depuis les découvertes, depuis la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, jusqu'à aujourd'hui, en passant par toutes les grandes phases de découverte
de toutes les altérités possibles, hein, américains, asiatiques, etc. Voir comment on s'était saisi du problème des autres pour... Mais au fond, la question elle revient à ceci. Comment se fait-il qu'on ait inventé l'ethnologie? Voilà, c'est nous qui l'avons inventé. Ce sont les Européens qui l'ont inventé. Il n'y a pas, je ne connais, il y a pas de travaux. J'ai interrogé pas mal de copains sinologues et hindouistes, japonologues. Il n'y a pas de travaux fondateurs sur la construction d'une discipline qui s'appellerait ethnologie. Pas au Japon, par exemple, pas en Chine, ou très peu. Très très peu, mais veut dire c'est pas. Nous, on a voulu donner à cette discipline une dimension scientifique. C'est une science pour nous, entre guillemets, bien sûr. C'est pas une science comme la biologie, mais c'est une science. Et c'est la science de l'autre. C'est la science des autres, plutôt. Pour parler plutôt au pluriel, il vaut mieux. La science des communautés qui ne sont pas nous-mêmes. Donc c'est la science de l'extériorité, c'est la science de l'ailleurs. Pourquoi il nous le fallait? Pour de multiples raisons qui sont qui seraient très longues à expliquer ici, hein, mais il y a des raisons depuis Montaigne. Depuis Montaigne peut-être, en passant par Rousseau et jusqu'à aujourd'hui, il y a des raisons pour lesquelles on a construit une science de l'autre, une science de l'ailleurs, une science de l'extériorité. On a toujours besoin, les Occidentaux ont toujours eu besoin, de construire un miroir, plus ou moins déformant, d'eux-mêmes, pour se connaître. Pour se connaître, donc utiliser les autres pour se connaître soi-même. On le voit très bien dans la littérature à partir de Montaigne, hein, très très bien. Et même chez Montaigne lui-même d'ailleurs. Voilà, alors chez tous les grands qui n'étaient pas encore ethnologues, parce que la science n'était pas encore construite, mais chez Rousseau, chez Laontan, chez des tas d'écrivains qui ont découvert des terres lointaines ou qui ont fait semblant de les découvrir en les inventant. C'est très intéressant ça d'ailleurs, c'est très intéressant. Voilà, donc à partir de là, j'ai donc construit tout un travail pour... alors là maintenant je reviens, disons, à mes rapports avec les institutions. À partir de 87, j'ai voulu comprendre, alors maintenant autre chose. J'ai voulu comprendre aussi pourquoi on colonisait. Il y a une passion de la colonisation chez les Français. Pas que chez les Français d'ailleurs, mais enfin chez les Français, beaucoup. Et chez les Anglais, beaucoup. Une passion de la colonisation. Une passion qui n'est pas que négative, hein, une passion qui est négative et positive, les deux à la fois. Et ça va avec le mouvement de découverte de l'ailleurs et de l'extériorité, évidemment. Et là, j'ai voulu comprendre pourquoi et comment on était parti de chez nous pour aller conquérir des territoires qui nous avaient rien demandé du tout. Alors, on connaît les raisons économiques, évidemment, c'est pour s'enrichir, c'est pour forer les sous-sols, bien sûr, mais ça c'est classique et on le sait. Mais au plan anthropologique, c'est plus compliqué. On est parti pas uniquement pour faire la conquête des autres, mais pour les connaître aussi. Pour les connaître, pour essayer de construire ce miroir. Le mouvement anthropologique, grosso modo, est le même à un autre niveau plus digne, plus théorique, que le mouvement qui colonise. C'est le même. Et c'est pas c'est pas la raison pour laquelle il faut le rejeter. Il n'y a rien à rejeter. Rejeter, ce serait un jugement de valeur. Dans tout ce que j'ai écrit, je n'ai jamais porté de jugement de valeur. Ballandier le reconnaît dans la préface qu'il a fait de mon livre, de mon premier livre. Il dit, à Fergan, il fait en 3-4 pages, il résume le livre, jamais il ne porte de jugement de valeur sur la Martinique, c'est-à-dire sur son destin. Il ne s'engage pas politiquement pour une indépendance, par exemple, c'était très à la mode quand j'y étais, une indépendance, un nationalisme qui serait propre à... Jamais. Mais il se contente de décrire tout ce qu'on lui a dit sur les problèmes de l'indépendance, du nationalisme, du racisme, du contre-racisme, etc., etc., etc. Voilà. Donc, je ne suis pas partie prenante dans ce à quoi j'ai assisté. Et j'ai assisté à des scènes, à des manifestations, qui étaient parfois très très lourdes de conséquences. Je parle de la Martinique, aussi bien d'ailleurs que de 68. Mais pour la Martinique, je n'ai pas pris position, jamais. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, on peut dire que certains me l'ont reproché, encore aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Je n'ai pas à donner des leçons aux Martiniquais. Ils font de leur destin absolument ce qu'ils veulent.
Moi, j'apporte des éléments qui viennent de moi, c'est tout. Rien de plus. Donc, arrive le moment où j'essaye de faire la même chose que j'ai fait pour Exotisme et Altérité, mais de le faire dans une autre dimension. C'est comment se fait-il? Comment les discours colonisateurs se sont construits? Voilà, plutôt. Et ça, c'est un autre livre. C'est celui de 91. Critiques anthropologiques, voilà, toujours aux presses de Sciences Po, où là je décortique les discours alors des grands militaires, des grands hommes d'État, surtout de la Troisième République, c'est-à-dire le moment où on est parti coloniser, quoi. Et je les décortique et j'y repère des éléments extrêmement riches qui ne sont pas que des éléments négatifs. Il y a des éléments de toutes sortes. Il y a l'amour des autres. Il y a la haine des autres. Il y a du racisme, mais parfois il n'y a pas de racisme du tout, au contraire. Il y a des tentatives de rapprochement culturel, il y a des tentatives de compréhension très fortes, il y a aussi beaucoup de violence, il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup de jugements de valeurs qui sont complètement infondés. Voilà, c'est tout ça que j'ai voulu. Alors chez des gens qui ne passent pas pour des penseurs, hein, mais j'ai étudié tous les textes qui pouvaient me donner cette. Alors ça c'est 91. 90, je soutiens mon habilitation, donc la deuxième thèse, toujours sous la direction de Ballandier. Normalement, qui n'aurait pas dû faire non plus. Mais c'est un transgresseur, je vous ai dit tout à l'heure. Donc, normalement, quand on est directeur d'une thèse, on n'est pas directeur de l'habilitation. Enfin, en tous les cas, à l'époque, hein, 90. Je l'ai soutenu à l'EHESS, et il était dans le jury, là aussi, dans le jury, une fois de plus. Donc, vous savez, l'habilitation, il faut arriver déjà avec pas mal d'écrits, hein, publications, articles, livres, etc. Et après, j'ai eu donc ce poste à l'université de Nice, où j'étais prof, de 94 à 2000. L'université de Nice, alors que j'habitais Paris. Donc je faisais des allers-retours en avion. Et puis l'atmosphère à Nice était étouffante, vraiment étouffante à tout point de vue. Et là, j'ai tout fait pour avoir une mutation pour la Sorbonne, pour Paris, qui s'appelait Paris Descartes, Paris 5, Paris Descartes. Et puis je suis arrivé ici, donc là tout près, c'était non, c'était à la Sorbonne d'abord même, puis ensuite c'était rue des Saints-Pères, en 2000. Voilà, et j'y suis resté 15 ans. Donc c'est là où j'ai fait le plus long, le plus long parcours, c'est là. Alors ça s'est bien et mal passé, les deux à la fois. Le niveau des étudiants n'était pas toujours très élevé. Je ne dirai rien sur mes collègues pour ne pas m'attirer de foudre, mais ça a été une période heureuse parce que j'ai beaucoup travaillé. J'ai eu des collègues qui étaient tout à fait extraordinaires, charmants et surtout très, très cultivés. Certains, pas tous, mais certains. Et on a travaillé parfois ensemble avec des sociologues, avec des philosophes. Et ça a été une période féconde. Je peux dire féconde, beaucoup plus qu'à Nice. Beaucoup plus qu'à Nice. Et puis, si vous voulez continuer le parcours des parutions, après 91, si on reste dans la chronologie, hein, enfin, on n'est pas obligé, et avec beaucoup d'articles entre-temps, des articles qui portaient à peu près sur n'importe quoi. Hein. Ça, je dois dire, je dois dire que là, je n'ai pas eu de logique. Quand j'ai été intéressé par une revue qui me demandait de faire un papier sur... alors, je vais vous donner quelques exemples au passage. Hein, bon, mis à part les premiers articles qui portaient sur, c'est vrai, sur le terrain, la mort, le premier travail que j'ai fait sur la mort à la Martinique, qui est un phénomène extrêmement important, très très important. J'ai pas le temps peut-être là de tout développer, mais c'était fascinant et c'était très très compliqué à comprendre. Il faut jamais oublier une chose aussi, la langue. Hein. Donc j'étais quand même obligé de me mettre au créole, de l'apprendre et tenter de le parler. Mais j'ai quand même mis du temps, hein, j'ai mis 5 ans. Bon, donc on est en 91, et là j'ai une
une autre idée. Enfin, alors je reprends les articles. Donc tantôt j'écrivais sur les pamphlets de Céline, parce que je voulais comprendre pourquoi il était... Qu'est-ce que ça voulait dire antisémite pour lui? Voilà, donc je décortiquais les 4 pamphlets, puisqu'en fait, compte, il y en a 4 et non pas 3. J'essayais de voir comment il construisait le thème de l'antisémitisme. C'était à la fois obsessionnel et complètement fou. Pourquoi cette haine? Et j'ai essayé de comprendre dans les... Et puis un article sur la... Est-ce qu'on pouvait faire une anthropologie de la météo? Une anthropologie du temps qu'il fait, plus exactement. Une anthropologie du temps qu'il fait. Donc de la pluie, du beau temps, etc. Est-ce qu'il y a des transformations anthropologiques à cause du temps qu'il fait? C'est des questions qui peuvent paraître totalement anodines et folles, mais bon, c'était un peu... Bon, et puis et d'autres encore sur des tas de petits sujets qui peuvent paraître anodins, quoi. Et puis en 97, là, je me suis dit qu'il faut que j'écrive quelque chose, un livre, cette fois-ci, sur la pluralité des mondes. Alors, je précise tout de suite pour les auditeurs qu'il ne s'agit pas du tout de la diversité des mondes. Il s'agit de la pluralité des mondes. Alors, la pluralité, la différence avec la diversité, c'est que la diversité, il faut que les choses que j'étudie soient diverses les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire différentes, totalement différentes. Bon. Si vous dites, oui, j'ai beaucoup de stylos, et vous les mettez tous sur une table, ce sont bien des stylos tous, mais ils sont tous divers. Aucun n'est identique à l'autre. Quand je dis pluralité des mondes, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, mais qui sont identiques. C'est-à-dire que je ne porte pas de jugement de valeur sur les mondes. Monde veut dire le mien, le monde de la France, le monde de mon monde à moi, et que je compare à d'autres mondes. Mais je ne dis pas qu'ils sont divers, parce que divers d'emblée, c'est dire qu'ils ne sont pas les mêmes. Mais je ne peux pas savoir avant de faire une enquête s'ils sont les mêmes ou pas les mêmes. Donc je préfère parler de pluralité. C'est tout. Après, on verra s'il y a de la diversité ou pas. La diversité, vous savez, dont on parle tant aujourd'hui, c'est un concept qui est naturaliste, hein, qui est naturaliste, qui vient de Linné, qui vient de Darwin. Hein, quand il étudiait la botanique, les plantes, il voyait de la diversité entre les espèces. Mais chez nous, la diversité, c'est la même espèce, de toute façon. Que vous soyez noir, blanc, jaune, c'est la même espèce. Donc il est très difficile de parler de diversité pour nous. Ou alors, elle n'est que culturelle, et elle est assez superficielle, au fond, la diversité. Ah, eux, ils mangent comme ça, et nous, on mange comme ça. Voilà, la diversité, ils s'habillent comme ça, ils mettent des burkas, et nous, on n'en met pas. Bon, la diversité, c'est ça. Mais elle est, si vous voulez, tant qu'on n'a pas vraiment approfondi là, et les raisons pour lesquelles ils sont vêtus comme ça, et que nous, on est vêtus autrement, je ne vois pas tellement l'intérêt de parler de diversité. C'est pour ça que je parle de 97 là, hein. C'est pour ça que dans ce livre, j'ai préféré parler de pluralité. Bon. Où j'essaye d'analyser aussi ce qu'on pourrait appeler le monde créole. Le monde créole entre guillemets, c'est-à-dire, il faudrait dire le monde du métissage. Je reviens sur le modèle du métissage. Est-ce que c'est un modèle? Pas un modèle à copier, hein? Non, pas normatif. Non, un modèle descriptif. 97. Et puis, entre-temps, on a pris contact ensemble avec beaucoup de collègues de Suisse et d'Italie, qui parlaient tous le français, et avec lesquels on a décidé, ça remonte déjà assez loin, à 91, à 92, de travailler ensemble, dans des séminaires croisés. L'Université de Lausanne, l'Université de Turin, de Milan, de Pavie, en Italie, et pour la France, l'Université de Nice d'abord, et de Paris après, où j'ai été. Et on a commencé à travailler ensemble sur des séminaires qui portaient sur des thèmes qu'on décidait de travailler ensemble. Alors à la fois des thèmes, tous anthropologues, hein, sauf une philosophe qui a enseigné à l'université de Pavie. Et on abordait des thèmes croisés entre l'anthropologie et la philosophie, plutôt l'épistémologie d'ailleurs, comment une science se construit. Voilà. Et ça a donné naissance à du travail commun, qui n'est pas facile, hein, un travail commun à 6. D'abord, puisqu'un malheureusement est décédé, et que ce travail a donné naissance à un livre important, qui a été, c'est pas moi qui dis qu'il est important évidemment, qui a été considéré comme important, Figure de l'humain, en 2002 ou 3 je crois, Figure de l'humain, où on a écrit à 6
la question suivante, que doit-on entendre aujourd'hui par anthropologie? Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'anthropologie? Que doit-on entendre exactement par cela? Et là, on a commencé à forger un concept qui s'appelle l'anthropopoiesis. Et l'anthropopoiesis, c'est un concept qu'on a travaillé à 6, et qui signifie que l'humain, qui est le cœur de l'anthropologie, bien entendu, hein, puisque c'est une science de l'humain, c'est une science des humains et c'est une science de l'humain, au sens universel du terme. Anthropopoiesis, donc, comme vous voyez, c'est un concept grec, qui signifie que l'humain n'est pas quelqu'un qui est déterminé, et même surdéterminé, par des forces de contrainte qui l'enfermeraient dans un destin conditionné. Je veux dire par là, ni Dieu, ni Dieu, au sens monothéiste du terme, ni des forces économiques occultes qui feraient que ce ne serait qu'un jouet dans l'histoire. L'humain, c'est quelqu'un qui se construit. Poiesis, c'est poiein, en grec veut dire fabriquer, qui fabrique lui-même ses propres modèles auxquels il obéit ou parfois auxquels il n'obéit pas. Mais il se les fabrique sans cesse, pas une fois pour toutes, tout le temps. Grâce à quoi il se les fabrique tout le temps? Grâce aux rencontres, justement, avec les autres. C'est là où l'épistémologie vient percuter l'ethnologie. Voilà. Donc, on se fabrique sans cesse des nouveaux modèles, mais auxquels on obéit, que l'on respecte ou que l'on ne respecte pas. Anthropopoiesis a été un concept riche qui a fait... Alors là, pour le coup, il a fait couler pas mal d'encre. On a été critiqué, parfois on a été au contraire loué. On a travaillé pas mal ensemble. Là. D'autres fois aussi, on a écrit ensemble pas mal de textes. On a fait des réunions, on a fait des... 2003, donc, 2003, après 2006, ce qui est rare quand même, je republie un livre je publie un autre livre sur la Martinique, comme quoi j'en avais pas fini, hein, qui n'est pas une reprise, non, mais qui est un retour sur le terrain, 30 ans après. Martinique, les identités remarquables. Et c'est là que je dis que le thème essentiel de la Martinique, que si on veut comprendre ce pays très complexe, le thème essentiel, c'est l'identité. Et il faut donc travailler l'identité. Donc ce n'est pas une passion, l'identité qui m'est venue comme ça de manière artificielle, ou parce que c'est à la mode. Pas du tout. C'est parce que l'identité, sans laquelle on ne peut rien faire, rien comprendre là-bas. L'identité qui se décline, bien entendu, de toutes sortes de manières, et de manière souvent très riche. Hein. C'est la fameuse phrase de Lévi-Strauss, qui est restée, à mon avis, totalement valide, qui clôt le séminaire qu'il a donné au Collège de France sur l'identité en 1977, qui a malheureusement été un peu oublié. L'identité est un concept insaisissable, il dit. Insaisissable. Je crois que c'est le terme, mais je ne suis pas sûr. Insaisissable, mais sans lequel on ne peut rien comprendre au reste du monde. Mais en lui-même, c'est-à-dire que ce n'est pas un concept essentiel, c'est pas un concept essentiel, c'est une clé qui ouvre des portes. Mais en tant que clé, il est très difficile à comprendre en lui-même. Peut-être même qu'il est évanescent. L'identité est une évanescence. Mais évanescence qui nous permet de comprendre des tas de choses dans la vie de nos prochains. En gros.